Salut l'équipe, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va pas mal, même si Yuki Kawamura ne remporte toujours pas le succès qu'il mérite lors de vos votes Instagram. En effet, comme chaque semaine sur le canal, je vous ai demandé de choisir mon prochain sujet sur YouTube, et encore Yuki a terminé à la 2ème place. Décidément, mais ouais, cette fois-ci, et je vous comprends, vous avez voulu que je parle de Giannis Antetokounmpo, et des grosses rumeurs qui l'entourent depuis quelques semaines, et c'est vrai qu'il y en a des choses à dire. Et puis en vrai, Yuki, j'aime bien en plaisanter parce que ça me fait marrer qu'à chaque fois il termine à la 2ème place. D'ailleurs, si vous voulez renverser la tendance la prochaine fois, je vous invite vivement à venir participer au vote, en me rejoignant sur le canal Instagram. Ceci dit, je ne suis pas du tout mécontent de parler du grec parce que je trouve le sujet vraiment intéressant. Alors Giannis doit-il demander son transfert de Milwaukee? Si oui, les Bucks doivent-ils l'accepter? Et vers quelle destination vont-ils l'envoyer? Installez-vous bien, c'est exactement tout ce que nous allons aborder aujourd'hui. Mais avant de commencer, il faut que je brise la glace et que je vous parle d'un truc, histoire que vous évitiez de me poser trop de questions sans arrêt à ce propos. Et ouais, je l'assume, fin octobre, j'ai fait une greffe de cheveux. Ouais, là je vais faire une petite parenthèse comme je fais pas souvent, mais j'ai eu besoin, j'ai eu envie d'en parler, et pour ceux que ça n'intéresse pas, je mets le timecode là, pour commencer la vidéo qui parle de basket tout de suite. Mais bref, les plus anciens s'en rappellent, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube en 2018, il me restait encore quelques poils sur le caillou. Constamment, les premières années, je passais mon temps à me recoiffer pour essayer de planquer ça au maximum. C'était une horreur. À tel point qu'en 2022, j'en ai eu marre, j'ai été radical, je me suis décidé à tout raser. Ouais, je m'étais fait une raison, je m'étais dit que tant pis, je resterais chauve toute ma vie. Clairement, j'aurais préféré garder mes cheveux, mais Mère Nature en a voulu autrement, alors il fallait que j'assume. Et finalement, ça donnait un petit style que je commençais à accepter, en mode Dwayne Johnson ou Vin Diesel, mais sans les muscles. Bon, ça me manquait de pas pouvoir changer de coiffure, j'ai toujours kiffé faire ça, mais la génétique en avait décidé autrement. C'est la life, et y a plus grave au final. Par contre, ouais, chauve c'est pas mal, on s'y habitue, mais c'est relou, parce qu'il faut vraiment raser quotidiennement, sinon ça devient vraiment dégueulasse, et on s'en rend pas compte au début, mais ça prend énormément de temps. Du coup, vous l'avez remarqué, quasi tout le temps, en vidéo, je portais une casquette, ou un bonnet, et je dois l'avouer, je crois bien que ma calvitie, je l'assumais pas. Et puis, fin septembre, j'ai rencontré Ilan, qui bosse chez Elitaire, une clinique spécialiste de la greffe de cheveux à Istanbul, et directement ça m'a interpellé. Par contre, je dois être honnête, j'étais méfiant au début. Je sais que des cliniques comme ça, il y en a un paquet en Turquie, et toutes ne sont pas recommandables. Alors j'ai fait mes recherches sur tout ce process, et notamment sur Elitaire, et tout de suite j'ai été rassuré. C'était une clinique qui a été créée par un docteur, le docteur Baloui, et qui est juste à la pointe. En fait, il s'agit de la plus grande, de la plus réputée en Europe, et surtout, ils utilisent des techniques inédites, hyper novatrices. J'ai très vite vu que c'était méga pro. Franchement, c'était déjà un super point, mais la grande question après, c'est est-ce que j'étais prêt à faire une greffe de cheveux et à l'assumer ensuite en vidéo, comme je suis en train de le faire en ce moment. C'est délicat en vrai. Puis j'ai bien réfléchi, et j'en ai conclu que l'expérience pouvait valoir le détour. Squeezie, Mr V et plein d'autres sont passés par là, et même si je suis loin de pouvoir me comparer à ces créateurs, je me suis dit bah ouais, let's go, pourquoi pas moi? Alors j'ai accepté, et tout de suite j'ai été pris en main par une équipe qui parlait parfaitement français et qui allait m'accompagner pendant tout le processus. Et je dois le dire, à partir de là, tout a été trop bien et a largement dépassé toutes mes espérances. Le vol, les transferts, un hôtel incroyable avec un appart rien que pour moi, salle de sport, piscine, tout ça à Istanbul, une ville que j'adore, waouh, j'étais comme un roi. Et à la clinique c'était pareil, même si j'avais compris qu'Elite Air c'était une référence, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi quali. C'était grand, moderne, propre, avec un personnel super gentil, super serviable, et surtout toujours prêt à répondre à mes questions, ou à mes inquiétudes en français. Ouais, directement j'ai su que j'étais entre de bonnes mains. Un accompagnement comme ça, c'était une vraie preuve de professionnalisme. Sur place, ils ont fait tous les tests, les électrocardiogrammes, les prises de sang, histoire que tout se passe bien. Puis je suis monté dans le bureau du docteur Baloui, qui lui-même m'a créé ma hairline, en fonction de la construction de mon visage. Encore une fois, avec du matos de pointe. J'étais prêt pour l'opération. Là, pour ce qui est de l'intervention, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, je l'ai déjà fait sur Instagram. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, il y a une story à la une que j'ai appelée Istanbul. Là-bas, je réponds à toutes vos questions. Comment ça se passe? Quelles sont les techniques utilisées? Combien de temps ça dure? Est-ce que ça fait mal? Absolument tout. Et là, bim, ça fait 2 semaines, et voilà le résultat. Je suis encore en pleine phase de cicatrisation, hein, on est encore loin du projet final, et va falloir être patient. Les résultats définitifs ne se verront qu'au bout de 6 mois, voire même 1 an vraiment, pour que ce soit parfait. Par contre, c'est ouf, on voit que ça commence à bien pousser là par là, et c'est dingo, je
vais avoir des cheveux à nouveau. Je vais essayer de faire ça bien maintenant, en mettant tous les produits qu'ils m'ont donné. Il y a tout un protocole à suivre, c'est normal, ça fait partie du process et j'ai envie que ce soit nickel. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, je suis trop heureux, je vais pouvoir me montrer sans casquette ou sans bonnet, sans complexer, et puis globalement même, c'était une expérience de dingo. Et là, quand je vois dans les stats que vous êtes 98% d'hommes à me suivre avec une bonne majorité de trentenaires ou plus, je me dis que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous. Je suis tellement content de l'expérience et des résultats qu'il fallait que je vous en parle. Perso, j'aurais bien aimé que quelqu'un de confiance me conseille une clinique quali avant que je me lance. Alors ouais, si vous voulez aller dans la même clinique que moi, elle s'appelle Elite Hair, et je suis vraiment content de tout ce qu'ils ont fait, de comment ils m'ont accompagné et de comment ils m'ont suivi. Puis ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'avant de vous lancer, vous pouvez bénéficier d'une consultation gratuite à distance, qui permettra d'élaborer un devis adapté à vos besoins. Moi par exemple, j'ai eu besoin de 5500 greffons, qui sont allés prélever sur ma nuque, mes tempes et ma barbe. Vous en aurez peut-être besoin de moins, et le prix bien sûr sera adapté en fonction. C'est pour ça que c'est vraiment bien de commencer par cette consulte gratos, histoire d'en savoir plus, ça ne vous engage vraiment à rien. Voilà pourquoi, si ça vous intéresse, je vous mets toutes les infos en description. Encore une fois, je pense que ça peut en intéresser pas mal d'entre vous, qui souffrent en silence de calvitie, comme c'était le cas pour moi avant. Nous de notre côté, on fera des points de temps en temps pour voir comment ils poussent mes nouveaux cheveux, et vous allez voir, j'ai hâte de me faire une super coupe afro. Mais bref, même si je suis super heureux d'avoir des cheveux à nouveau, aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour entendre parler de ça. Et même si Giannis, lui, n'a pas de problème de calvitie, en ce moment, à Milwaukee, il connaît d'autres problèmes. Pour en parler, on va commencer par mettre en place le contexte un petit peu. Depuis leur titre en 2021, les Bucks ont tenté de se maintenir au sommet, de bâtir autour d'Giannis Antetokounmpo pour viser d'autres trophées, mais malheureusement pour eux, la réalité a pris une tournure bien différente. Après cette victoire mémorable en finale face aux Suns, l'équipe finalement a connu pas mal de désillusions, alors qu'elle semblait être en position pour dominer. En 3 saisons depuis, Milwaukee n'a passé qu'un seul petit tour de playoff, c'était en 2022, une catastrophe, ou en tout cas des résultats bien en deçà de ce qui était attendu. Du coup, pour remédier à ça, John Horst a tenté un coup de poker, le transfert de Damian Lillard contre Jrue Holiday lors de l'été 2023. Milwaukee espérait qu'en faisant venir Lillard, son talent de scoreur ouvrirait des opportunités offensives supplémentaires et que son duo avec Giannis pourrait à nouveau porter la franchise vers le titre. On pensait que l'impact défensif de Jrue pourrait se compenser par le génie offensif de Dame, mais que nenni. Jusque-là, sur le terrain, ce pari n'a jamais vraiment fonctionné. Des blessures diverses ont perturbé la création de l'alchimie entre les différents membres du roster et le duo n'a pas produit l'impact espéré. Lillard, aussi talentueux soit-il, n'a pas réussi à combler le vide laissé par Holiday et, ironie du sort, ce dernier a aidé les Celtics à remporter le dernier titre, là, en juin dernier, en endossant un rôle clé à Boston en plus. Le constat d'échec était réel et lors de l'été 2024, il était urgent pour les Bucks de trouver des solutions pour redresser la barre. Giannis, malgré son attachement pour la franchise, a lui-même laissé entendre avant le coup d'envoi de la saison que si les objectifs de la franchise ne rejoignaient plus les siens, son avenir pourrait alors se dérouler ailleurs. En d'autres termes, pour les Bucks, la saison 2024-2025 commençait avec son lot d'incertitudes plutôt pesantes. Et le problème, c'est que le début de l'exercice n'a absolument rassuré personne, bien au contraire. Sur le terrain, on a l'impression qu'il y a des problèmes partout. Milwaukee, là en ce moment, enchaîne les défaites inquiétantes, et il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Autant vous vous en rappelez lors de mes previews, je n'étais pas très optimiste pour les Bucks cette saison, autant je n'imaginais pas que ce serait aussi cataclysmique. C'est juste flagrant, cette équipe manque d'énergie, d'intensité, de hargne, de volonté, de tout ce que vous voulez. Ça agace sérieusement Giannis Antetokounmpo, qui dernièrement n'hésitait pas à pointer du doigt certains de ses coéquipiers, qui l'invitaient à dégager s'il n'était pas capable de se battre sur le terrain. Ça, c'est dit. Les soucis des Bucks, en fait, sont particulièrement visibles sur le plan offensif. Giannis Antetokounmpo critiquait et dénonçait un manque de circulation de balles dans le jeu de Milwaukee, et c'est vrai qu'il a raison là-dessus. L'attaque semble coincée, incapable d'accéder efficacement à la raquette, et les espaces sont rares. Dame et Giannis, malgré leur talent, peinent à se trouver entre eux. Le talent est là, mais il manque cette alchimie, cette capacité à se challenger mutuellement, et Lillard lui-même insistait sur l'importance pour les deux de se rendre mutuellement des comptes, de façon intelligente. Pourtant, malgré une bonne volonté dans le discours, le duo de Milwaukee n'a toujours pas réussi à imprimer sa marque. Doc Rivers, arrivé en janvier dernier, a l'air complètement perdu, et là il n'a pas le choix que de tenter des ajustements. Il a notamment remplacé Gary Trent par Andre Jackson dans le 5 de départ pour insuffler un peu plus d'intensité, pourquoi pas, mais si ça a fonctionné brièvement contre le Jazz, les Bucks sont immédiatement replongés dans leur travers, encaissant juste après une lourde défaite contre les Knicks. Entre Gary Trent Jr. qui ne trouve pas la mire et Delon Wright qui se montre complètement invisible depuis le début de la saison, les nouvelles recrues déçoivent jusque-là. L'équipe cette année, on dirait, n'a pas d'identité, pas de direction à suivre. On peut bien sûr accuser le coaching de Doc Rivers par rapport à ça, bien sûr il a des responsabilités et il a l'habitude qu'on lui tape dessus, mais à mon avis le mal est plus profond que ça. À chaque fois que je regarde les Bucks, j'ai l'impression de voir
une équipe vieillissante, limitée, sans solution durable, et plus la saison avance, plus ce sentiment s'intensifie. La seule lueur d'espoir pourrait être le retour de Chris Middleton, mais même lui ne sera pas suffisant pour colmater toutes les brèches. Puis comme d'autres dans son équipe, l'ailier est sur la pente descendante ces dernières années. Les blessures récurrentes qu'il a enchaînées ne l'aident pas, et je ne suis pas sûr qu'un jour on puisse revoir sur la durée le Chris Middleton de 2021. Forcément, vous pouvez l'imaginer, pour Giannis, cette situation est insupportable, mais est-ce que lui, de son côté, il est irréprochable? Eh bien, je crois que concernant son impact sur les Bucks, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. Certes, ces chiffres restent super impressionnants, 30 points, 13 rebonds et 5 passes de moyenne par match à plus de 60% de réussite, c'est très lourd, mais est-ce que son style de jeu peut réellement mener l'équipe là où elle souhaite aller? Les nombreuses défaites connues par les Bucks en début de saison laissent penser, pour l'instant en tout cas, que non. Je pense que n'accuser que les coéquipiers du grec en pointant tout le temps du doigt qu'il est tout seul, c'est se voiler la face. À Milwaukee, avec les années, Antetokounmpo a développé des habitudes de jeu qui me semblent plutôt néfastes, ou au moins problématiques pour le collectif. On ne va pas se mentir, l'équipe, et elle a souvent raison, a beaucoup tendance à s'appuyer sur la force brute du grec. On lui donne la balle au poste, ou alors on le laisse improviser en ISO, et on sait que ça peut fonctionner, au moins jusqu'à un certain point. Face à des défenses modernes qui s'adaptent de plus en plus en ciblant les meilleures individualités adverses, j'ai peur que ce schéma perde en efficacité, et c'est ce qu'on est en train de voir. Trop souvent, on voit Giannis coincé sous le panier avec 2, voire 3 défenseurs sur le dos. Ça sert à quoi? Trop de possessions sont gâchées par un jeu statique, sans mouvement de balle, et en termes de création de jeu, l'équipe fait vraiment peine à voir. C'est comme si absolument tous les systèmes tournaient autour de Giannis et n'évoluaient absolument jamais. Et pourtant, une évolution, c'est exactement ce dont les Bucks ont absolument besoin ces dernières saisons. Comme je le disais un peu plus tôt, Giannis a beau dominer individuellement, il s'est, je trouve, un peu enfermé dans un jeu stéréotypé, dribble excessif au périmètre pour jouer en ISO, utilisation excessive du shoot à mi-distance, prise de décision douteuse. Y a vraiment personne à Milwaukee pour lui dire que ce n'est pas à lui de remonter la balle sur tout le terrain, puis de se stopper et de prendre un 3 points, c'est pas du tout sa spécialité, ni sa zone de confort. C'est justement ce manque d'adaptabilité, cette difficulté à accepter de simplifier son jeu qui m'inquiète. Pour moi, par exemple, il est tout à fait l'opposé d'un Draymond Green Prime, et même s'il a d'autres qualités, le grec, je pense, ferait bien de s'inspirer un petit peu de son homologue des Warriors. Green a beau avoir des outils beaucoup plus limités que ceux d'Antetokounmpo, lui arrive à avoir un impact qui ne se voit pas dans les stats. Il est un joueur qui connaît ses forces, comprend ses faiblesses, et sait comment mettre ses coéquipiers dans de meilleures positions pour réussir. Perso, j'aimerais beaucoup voir Giannis faire de même. Il pourrait laisser davantage Lillard et Middleton à son retour créer, pendant que lui ferait des choses plus utiles pour l'équipe, pour le collectif. En posant des écrans, en faisant des cuts, ou en jouant davantage off-ball, je suis sûr qu'il offrirait bien plus de solutions qu'actuellement à sa team. Puis il y aurait d'autres avantages, par exemple ça lui permettrait de s'économiser un petit peu aussi, lui qui est toujours au four et au moulin et qui parfois arrive complètement oxy dans les quatrièmes cartons. Que Giannis délègue un peu donc à Milwaukee me semble non seulement cohérent, mais en plus de ça nécessaire, indispensable. En évoluant davantage comme un facilitateur, d'abord Giannis conserverait son énergie pour les moments clutch comme on l'a dit, mais surtout il contribuerait à fluidifier l'attaque et à créer un jeu collectif plus basé sur l'intelligence que sur la force brute, et donc un jeu offensif bien plus difficile à défendre, bien plus imprévisible, moins stéréotypé. Mais la vraie question c'est est-ce que le grec est vraiment prêt à faire ce genre de sacrifice? Est-ce qu'il est conscient que lui aussi doit évoluer et que tout ne vient pas que de ses coéquipiers? Vu l'attitude qu'il a montré en interview récemment, je ne cache pas que j'ai quelques doutes là-dessus. Parce que ouais, là, on a clairement un Giannis qui semble être à bout de nerfs. Devant les médias et même sur le terrain, son attitude reflète une frustration palpable, presque inhabituelle pour un joueur qui a toujours été respectueux et investi à 100% pour les Bucks. Après la grosse défaite face aux Knicks, on l'a dit, il a été plutôt incisif face aux médias, au sujet de ses coéquipiers qui, selon lui, se sont laissés marcher dessus. Franchement, c'est pas souvent depuis le début de sa carrière qu'on a vu un Giannis aussi exaspéré. Le ton était très tranchant et il a même laissé échapper quelques jurons, un phénomène assez nouveau chez un joueur comme lui. Et puis pour en rajouter une couche, on l'a beaucoup vu sur les réseaux, il a même fini par invectiver un journaliste de New York qui, à ses yeux, ne semblait pas assez intéressé par ses mots. En mode, si ça t'intéresse pas ce que je dis, t'es pas obligé de rester. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonne raison pour ça, je peux même à peu près comprendre pourquoi le grec réagit de la sorte actuellement. Cependant, cela montre à quel point, en ce moment, il est frustré, il est tendu. Et en fait, au-delà des résultats sportifs, c'est vraiment cette fatigue mentale qui m'intrigue. Ses attentes sont claires, il veut gagner un autre titre, et s'il sent que les Bucks ne peuvent pas lui offrir, ses envies de départ pourraient alors devenir très difficiles à freiner. Sa déclaration de pré-saison, dans laquelle il évoquait ouvertement cette option, résonne aujourd'hui de manière très forte, je pense, aux oreilles des fans des Bucks. Maintenant, est-ce que le discours qu'il a eu, l'attitude qu'il a eu, va pousser ses coéquipiers à se réveiller? Peut-être, mais je reste pessimiste. Giannis a beau être un immense compétiteur, il a vraiment l'air d'être à
à bout dernièrement. Il le dit, il est fatigué d'avoir apporté tout seul cette mentalité de guerrier que cette équipe semble avoir perdue. C'est bien pour toutes ces raisons qui aujourd'hui deviennent flagrantes qu'un transfert devient de plus en plus envisageable. Et la question qui brûle les lèvres, on la connaît. Giannis va-t-il poser un ultimatum aux Bucks et demander son trade? Au vu de comment la tension est palpable chez lui, les rumeurs vont bon train dans les médias. Selon certains insiders, le grec aurait même déjà ciblé certaines destinations potentielles, mais avant de spéculer là-dessus, on le fera après, essayons de remettre encore une fois les choses dans leur contexte. Premièrement, et c'est important, les Bucks ne montrent aucune intention de transférer Giannis. Pour eux c'est simple, tant que leur superstar n'exige pas clairement un transfert, il reste l'élément central de leur projet. Même en pleine tempête, et même après un début de saison très décevant, ils n'ont pas la moindre envie de brader l'un des meilleurs joueurs de la ligue, et je peux les comprendre. Mark Stein par exemple est formel, les appels pour le grec ont beau être nombreux ces derniers temps, pour l'instant Jon Horst n'a aucune intention d'y donner suite. Du coup, c'est ce que je comprends entre les lignes, un transfert n'aura lieu qu'en cas d'ultimatum du joueur. Antetokounmpo pourrait être amené à le faire, pourquoi pas, mais pour le moment je n'ai pas l'impression que ce soit sa priorité, il veut surtout mettre la pression. Ouais, ces dernières déclarations, même si elles respirent le seum et la frustration, me donnent plutôt l'impression d'être là pour pousser ses coéquipiers. Bien que leur jeter la pierre comme ça soit plutôt maladroit, je pense que ça correspond davantage au caractère du joueur, qui depuis le début de sa carrière semble préférer affronter les obstacles plutôt que de les fuir. Sauf que bon, on connaît aussi très bien la NBA, et si la situation de Milwaukee perdure, le vent pourrait aussi très vite tourner. Je ne peux pas certifier que dans les semaines à venir, Giannis ne demande pas une discussion avec le front office pour essayer de voir, entre eux, comment envisager un départ dans les meilleures conditions possibles. Vous allez me dire que la décision serait drastique et qu'il pourrait seulement mettre la pression à ses dirigeants pour voir comment améliorer l'effectif. Encore une fois, mais ça n'est pas si simple finalement. Financièrement, les Bucks sont un peu pieds et poings liés, et avec le second tape run qui restreint drastiquement leur flexibilité financière, ils ne peuvent ni ajouter de gros contrats, ni faciliter des échanges pour améliorer l'effectif autour de leur duo. Les options pour renforcer le supporting cast ne sont pas nombreuses, et aujourd'hui on peut légitimement se demander s'ils ont encore les moyens de satisfaire les ambitions de Giannis. Dans ce contexte, combien de temps le grec va-t-il pouvoir garder patience? Là, on sent déjà que la limite est proche. Une demande de transfert, au moins en privé, n'est donc absolument pas à exclure dans un avenir à court terme. Mais pour aller où? Eh bien, vous me connaissez, pour répondre à ça, j'ai encore fait appel à ma fidèle trade machine pour vous proposer 6 possibilités de transfert. Encore une fois, je le rappelle, comme pour Brandon Ingram dernièrement, ce ne sont pas des prédictions, mais plutôt des exemples qui me semblent cohérents ou qui ont du sens, ou au moins qui répondent aux rumeurs pour voir si oui ou non Giannis aurait raison de demander son trade. L'idée c'est surtout de voir ce qu'il est possible ou pas, en respectant bien sûr toutes les règles salariales, afin de voir si par la suite quelque chose de concret est envisageable. Et ma première destination collerait parfaitement avec les rumeurs qui courent partout en ce moment, vu qu'elle enverrait Giannis à Golden State, rejoindre Stephen Curry. Comme vous le voyez sur mon visuel, lui et Delon Wright prendraient la direction de San Francisco, tandis que Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, DeAnthony Melton, Brandin Podziemski et 2 pics du premier tour feraient le chemin inverse. Un vrai blockbuster. Bon, pour Golden State, vous vous en doutez, l'arrivée de Giannis pourrait avoir un impact immédiat sur les résultats de la team. L'ailier fort pourrait devenir la pièce maîtresse autour de laquelle l'équipe redéfinirait son identité, un peu comme quand KD est arrivé en 2016. Le duo que le grec peut former avec Curry pourrait permettre aux Warriors directement de se retrouver parmi les favoris pour le titre, surtout que sur le papier, les deux hommes sont ultra complémentaires. Un Steph qui shoot et joue off-ball aux côtés d'un Giannis qui crée, défend et occupe la peinture, ça fait saliver. Ce duo pourrait imposer une pression phénoménale aux défenses adverses, tout en équilibrant clairement l'équipe des deux côtés du terrain. Draymond Green n'est plus le joueur qu'il était, notamment en défense, et l'arrivée du grec pourrait, je pense, immédiatement permettre à cette équipe de Golden State de passer dans une toute autre dimension. Et puis, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, si Green, en plus de ça, peut servir de mentor à Giannis pour lui permettre de devenir un petit peu plus un facilitateur, c'est tout bonus pour la team de Steve Kerr. Ajoutons à ça qu'Antetokounmpo et Curry partagent le même agent, et ouais, l'intérêt d'un tel deal pour les Warriors, on le comprend tout de suite. Milwaukee, de son côté, se séparerait d'Giannis, pas le choix, mais en échange, la franchise du Wisconsin verrait quand même arriver des éléments intéressants. Andrew Wiggins pourrait, en théorie, s'il est dans un bon mood, apporter une défense et une polyvalence que les Bucks apprécient. Jonathan Kuminga, quant à lui, reste un jeune talent plein de potentiel. Si aujourd'hui, chez les Warriors, sa trajectoire n'est pas claire, le mettre aux Bucks au poste 4 et le faire profiter des systèmes initialement dessinés pour Giannis pourrait, je pense, booster son développement. En ajoutant Brandin Podziemski, considéré à juste titre comme un atout précieux à Golden State, les Bucks pourraient alors poser les bases d'une reconstruction axée sur des jeunes talents qui ne demandent qu'à exploser. Les deux first round de 2025 et de 2027, il faut l'ajouter, sont également des éléments majeurs dans cet échange. À mesure que Curry et Green approchent peu à peu de leur retraite, ces choix pourraient finalement s'arriver précieux dans le futur pour Milwaukee. Maintenant, évidemment, il y a des risques aussi, et chez les Warriors, par exemple, on ferait une croix sur l'avenir et sur la profondeur. Si la greffe Giannis ne prenait pas, on pourrait alors se retrouver dans une impasse pour de très longues
longues années. Les Bucks, quant à eux, se sépareraient de leur franchise player, de l'homme qui leur a fait gagner un titre en 2021, et je pense que tourner cette page sera difficile, même si la demande de transfert vient de lui, mais s'ils se retrouvent dos au mur, ils n'auront pas le choix. Ce que je retiens en tout cas, c'est que pour Giannis, un deal vers Golden State, ça peut être tout bénef. Non seulement il aurait l'occasion de remettre en question, avec un nouveau départ et en arrivant dans l'équipe de Curry, les mauvaises habitudes qu'il a développées ces dernières années, mais en plus de ça, à ses côtés, il aurait un coach et des coéquipiers impliqués et parfaitement conscients de ce qu'il faut sacrifier pour gagner un titre. Pour moi, Giannis à Golden State, même si le trade ne ressemblera peut-être pas tout à fait à ça, c'est une association qui peut vraiment matcher. Alors j'enchaîne sur la deuxième piste que j'ai envisagée, celle qui envoie le grec à Miami. En échange, la franchise floridienne enverrait à Milwaukee Bam Adebayo, le jeune Kelly Oubre, Kevin Love, Haywood Highsmith et encore une fois 2 premiers tours de draft en 2029 et en 2031. Pour moi, c'est le minimum. Pour Milwaukee, je ne vais pas redire la même chose à chaque fois. Les risques, on connaît. Et de toute façon, il y a toujours des risques quand on échange un joueur de la trempe de Giannis. Le truc qu'il faut retenir pour les Bucks, c'est que si Antetokounmpo ne veut plus jouer là-bas, ils n'auront pas le choix. Il faudra bouger. Là, dans ce deal, la contrepartie reçue me semble moins intéressante que celle des Warriors, mais s'ils n'ont pas d'autres offres et qu'ils sont dos au mur, ils devront appuyer sur la gâchette, et n'auront pas le choix, encore une fois, que d'accepter une contrepartie moindre. Par contre, pour le Heat, une franchise qui semble un petit peu sur la phase descendante ces derniers temps, cette arrivée pourrait représenter un coût énorme. On le sait, Miami figure très souvent parmi les destinations préférées des superstars en quête de renouveau, et selon les dernières rumeurs, Giannis ne ferait pas exception. Associer le grec à un joueur comme Jimmy Butler pourrait créer un tandem redoutable sur le papier, et même si sur le terrain ça pourrait manquer de spacing, des joueurs comme Tyler Hero, Terry Rozier et Nikola Jovic pourraient être en mesure de compenser ça. Sur le terrain, Miami pourrait aligner une équipe dynamique, talentueuse et pleine d'énergie. Ce roster pourrait avoir le potentiel pour viser haut dans cette conférence Est ultra compétitive. La perte d'Adebayo pourrait certes faire mal en défense, mais Antetokounmpo, je pense, tu peux aussi le décaler au poste 5 et il pourrait être en mesure de compenser. La profondeur de l'effectif pourrait être problématique elle aussi, mais ce n'est pas comme si Spoelstra ces dernières années n'avait jamais montré qu'il était tout à fait capable de dealer avec ça. Non, franchement, sur le papier, pour le Heat, je pourrais trouver ça très lourd. Mais les Bucks pourraient-ils être convaincus par des joueurs comme Adebayo et Ware, même accompagnés de pics? C'est la question, d'autant plus que je pense que John Horst préférerait largement envoyer le grec à l'ouest. Mais bon, encore une fois, si c'est la seule solution viable qui se présente à lui, il n'aura peut-être pas le choix. Ceci dit, je me dis que si Antetokounmpo demande vraiment son trade, pas mal de monde pourrait venir frapper à la porte du GM. Et parmi les rumeurs qui me semblent intéressantes et qui ont pas mal popé ces derniers temps, il y a celle du Thunder. En échange de Giannis, OKC enverrait à Milwaukee Luguensdort, Isaiah Joe et Aaron Wiggins, essentiellement pour les salaires, et surtout 4 futurs premiers tours de draft, une contrepartie extrêmement rare en NBA. Là, on est sur un move qui pourrait secouer toute la grande ligue et sur une destination qui pourrait paraître idéale pour le grec. Le Thunder est une équipe jeune, dynamique et déjà compétitive. Le début de saison sur les chapeaux de roue, malgré la blessure récente de Chet Holmgren, est vraiment là pour le prouver. Porté par Shai Gilgeous-Alexander et avec une moyenne d'âge de seulement 24 ans, cette team d'OKC offrirait un cadre où le double MVP pourrait vraiment maximiser son potentiel, en s'inscrivant dans un collectif où il n'aurait plus à porter autant de responsabilités individuelles qu'il le fait à Milwaukee. On parle d'une team déjà élite défensivement, dans laquelle le grec n'aurait a priori aucun mal à s'intégrer. Le fait que Shai également soit capable de planter 30 points par match tous les soirs est super rassurant en termes de partage de responsabilités. Sur le papier, c'est assez bandant, surtout que Sam Presti aurait beau se séparer de certains joueurs de qualité comme Luguensdort et Isaiah Joe, les principales contreparties qu'il enverrait seraient des pics, et vu tous les tours de draft dont il dispose, pas sûr que ça l'embête tant que ça, lui qui n'a pas à se soucier de la règle steppienne. En l'état, OKC pourrait directement passer un énorme step sans pour autant avoir à sacrifier sa profondeur, ce serait méga lourd. Le seul truc qui m'embête, c'est que l'équipe en ce moment semble être sur une super dynamique, et y intégrer une superstar comme Giannis c'est peut-être risqué. Cependant, d'autant plus avec la blessure récente de Chet Holmgren, je pense que le jeu peut en valoir la chandelle et porter directement ses fruits. Ok, c'est peut-être délicat de modifier une telle dynamique, mais je pense que si OKC veut s'assurer un titre, il faut un joueur comme Giannis Antetokounmpo. Ça peut créer directement une super team hyper qualitative. Côté Milwaukee, maintenant on s'orienterait vers une reconstruction totale avec tous ces pics. Ce serait une très grosse page à tourner, et il y aurait d'autres moves à faire par la suite pour confirmer ça, mais pourquoi pas au final. Obtenir 4 premiers tours en échange d'un joueur qui demande son trade, c'est quand même difficile de cracher sur une telle contrepartie. À côté de ça, dans les rumeurs aussi ces derniers temps, j'entends pas mal parler de Brooklyn, une destination qui a priori plairait pas mal à Giannis. Là on serait sur un package qui s'articulerait autour de l'intrigant Ben Simmons, du talentueux et prometteur Cam Thomas, mais aussi de 3 futurs premiers tours de draft, une contrepartie à peu près équivalente à celle des autres trades que j'ai proposés pour Milwaukee, en tout cas j'ai l'impression. Maintenant, pour être honnête, je ne sais pas vraiment ce qui attire Giannis vers Brooklyn, mais ce qui est sûr, c'est que son arrivée pourrait totalement changer le visage de l'équipe. Là-bas, je ne suis pas sûr qu'il pourrait gagner le titre tout de suite, car même s'il y a des joueurs de talent dans l'effectif, je pense qu'il faudra du temps pour transformer ce projet en une véritable machine à victoire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe aura plein de fric à dépenser l'été prochain pour repartir à zéro autour du grec, alors pourquoi pas? Je vais être honnête, ce n'est définitivement pas le trade qui me fait le plus vibrer, mais si c'est ce que Giannis veut vraiment, il y a sûrement quelques
quelque chose à envisager effectivement entre les deux équipes. D'ailleurs, sur cette lancée, je vais terminer par deux destinations qui ne me convainquent pas non plus de ouf, mais dont j'entends également pas mal parler ces derniers temps. Du coup, il faut les évoquer. Voilà pourquoi, pour elles aussi, j'ai essayé d'imaginer des transferts, même si pour moi, ça a moins d'intérêt direct pour Giannis Antetokounmpo. La première l'envoie à New York, et si on fait quelque chose comme ça, au niveau des salaires, ça passe. Le problème, c'est que les Knicks manquent d'assets à envoyer aux Bucks, mais aussi de tours de draft. Alors même si le pic de Détroit de cet été pourrait être cool, je vois mal Milwaukee accepter une telle offre pour renforcer un concurrent direct, même dos au mur. Alors oui, sur le papier, Giannis Antetokounmpo aux Knicks, ça fait kiffer les insiders new-yorkais, et c'est vrai qu'ajouter un tel joueur à une équipe déjà en place comme les Knicks, ça pourrait avoir de la gueule. Cependant, je n'imagine pas qu'un tel deal puisse se faire en termes de contrepartie et de cohérence justement pour les deux parties. Du coup, j'oublie un petit peu, même si Giannis devait demander son trade là-bas. Du coup, pour finir, j'ai eu envie de penser aux Spurs et d'évoquer leur situation, parce que j'ai vu leur nom apparaître quelques fois aussi dans les rumeurs dernièrement. J'ai ainsi imaginé un deal avec eux, surtout que cette fois-ci, San Antonio, je pense, a les assets suffisants pour convaincre Milwaukee, au moins autant que toutes les autres teams que j'ai abordées jusque-là. Du coup, dans le transfert que j'ai imaginé, le package se formerait notamment autour de Jeremy Sohan, jeune ailier très prometteur, et de 2 premiers tours de draft. Harrison Barnes et Zach Collins, eux, seraient là essentiellement pour des raisons financières. Mais là, même si j'avoue que sur le papier, en termes de complémentarité, une raquette Wemby-Giannis, ça fait kiffer, en termes de timeline, je ne suis pas certain que les deux parties soient sur la même longueur d'onde. Les Spurs sont une équipe en construction et semblent vouloir prendre leur temps pour développer Victor et l'entourer comme il faut. Qu'on valide ou non cette stratégie, elle se comprend. La franchise, pour le moment, compte plutôt conserver ses assets et prône plutôt la patience. Et de ce qu'il transparaît dans son discours, cette patience, Giannis ne l'a pas. Lui, il veut gagner tout de suite. Voilà pourquoi, malgré les rumeurs, un deal comme ça, même s'il est possible sur le papier, je n'y crois pas. Du moins, pas immédiatement. Quoi qu'il en soit, même si ces derniers échanges me convainquent moins, ils montrent ce qu'il est possible de faire ou non en fonction des rumeurs entendues. Et ce que je retiens également, c'est que certains moves, comme ceux qui impliquent OKC ou Golden State, pourraient avoir énormément de sens pour les ambitions de Giannis Antetokounmpo. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les Bucks sont dans le flou. Leur équipe n'est pas au niveau, ils sont dans une impasse, avec peu de solutions pour l'améliorer. Et pendant ce temps, Giannis perd patience. Pour l'instant, le management fait le dos rond, et espère juste que les choses se règlent d'elles-mêmes. À voir si un changement de coach pourrait servir d'électrochoc, mais bon, ils l'ont déjà fait il y a un an, et ça a empiré les choses. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution à tout. En tout cas, Giannis semble à bout, et je n'ai pas l'impression qu'il supportera de rester dans cette situation trop longtemps. Même si au vu de sa personnalité, il aura du mal à le faire publiquement, une demande de trade prochaine semble maintenant de plus en plus inévitable. Et on l'a vu, non seulement il pourrait y avoir du monde sur le coup, mais en plus de ça, certaines destinations pour lui pourraient vraiment être alléchantes. Alors est-ce que Giannis pourrait quitter Milwaukee d'ici février? Nous n'en sommes pas encore là, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les probabilités s'agrandissent chaque jour. Voilà pourquoi désormais je ne serais absolument pas surpris d'apprendre qu'il va quitter les Bucks dans un futur à court terme. Mais vous en pensez quoi de tout ça? Doit-il quitter le navire? Aura-t-il le cran et la personnalité qu'il faut pour demander vraiment son transfert à son front office? Et si oui, quelle destination, parmi celles que j'ai citées, ou encore parmi les autres franchises NBA, vous semble la meilleure pour lui? Dites-moi vite tout ça, utilisez la trade machine même si vous voulez, j'ai hâte de lire vos avis et de liker les meilleurs. Je vous attends très vite dans la section commentaires. À vos claviers.